c'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar, je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Marc. Salut Marc. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de God Save the Tuche, le 5e volet de la saga, eh bien nous voulions revenir sur cette famille dysfonctionnelle et modeste du Nord. Alors Marc, on en rigole souvent ensemble, tu aimes particulièrement cette série de films, qu'est-ce qui te plaît tant chez les Tuches ? Alors, il y a des choses qui me plaisent pas, il y a des choses qui me plaisent. C'est vrai que il faut pas se cacher derrière le petit doigt, c'est pas du grand cinéma. On peut pas dire que ça soit très très fin dans les scénarios. Il y a une certaine paresse parfois dans l'écriture, etc. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, parce que parfois certains critiques sont particulièrement sévères, une fois qu'on a dit ça, je trouve que c'est quand même des films qui ont un certain nombre de qualités et des qualités qui sont propres à la comédie. Et qui, moi, me conviennent tout à fait, indépendamment des réserves que je viens de noter. Voilà. C'est quoi les qualités, grandes qualités de la saga ? C'est le timing des vannes ? Pour moi, il y en a 3. Il y a déjà les acteurs. Déjà, de toute façon, une comédie réussie, c'est bien souvent, enfin, notamment en France, avec des acteurs, tous les grands acteurs comiques français qui ont fait les heures de gloire de la comédie. Donc déjà, Jean-Paul Rouve, il est quand même extraordinaire. Ce qui fait passer dans son regard et avec cette coupe, la coupe de cheveux, le regard, c'est quand même incroyable. Isabelle Nanty est aussi incroyable. Ils jouent tous les deux à la perfection. C'est ces personnages un peu à la fois bêtes et en même temps attachants. Les autres acteurs sont un peu en deçà, sauf peut-être Pierre Lotin qui d'ailleurs fait une carrière assez intéressante avec En Fanfare. Mais déjà, il y a un casting, et notamment avec les deux acteurs principaux. Isabelle Nanty, elle a plus rien à prouver aujourd'hui. Elle a énormément d'expérience dans la comédie et puis dans le théâtre aussi, ce qui en fait une partenaire de jeu idéale. Et puis Rouve aussi vient un petit peu de cette même trempe avec les Robins des Bois. Ils ont écumé les scènes de théâtre parisiennes et je sais qu'il en a toujours fait aussi en parallèle de sa carrière d'acteur. D'ailleurs, on en parlera dans un autre épisode de podcast que je vous invite à écouter sur Cinestar, bien entendu. Et ces deux-là, en tout cas, ont une bonne alchimie qui tient toute la série, toute la saga. C'est ça, oui, on sent la complicité et puis on sent que ça fonctionne vraiment très très bien entre les deux. Et au fur et à mesure, en plus des épisodes, il y a une tendresse bien évidemment entre les personnages, mais que tu ressens aussi dans le jeu, quoi. Voilà. La deuxième raison, moi, qui fait que j'aime, c'est que ils assument un humour, j'ai envie de dire un humour débile mais assumé. Voilà. C'est-à-dire que c'est loufoque, c'est absurde, c'est parfois complètement bête et en même temps c'est totalement assumé. Donc il y a des scènes mythiques, bien évidemment les scènes de la carte bleue. Bon, je pense que tout le monde la connaît, mais voilà ce sens du gag répétitif autour de ça. L'histoire de la vieille qui parle un langage que personne comprend sauf eux. Et qui est quand même répété d'épisode en épisode, voilà, jusque dans des détails, le fils cadet qui s'appelle Donald et on le surnomme Coin-Coin. Enfin voilà, il y a une façon de prendre à bras le corps le côté débile, de l'assumer, qui moi me paraît plutôt franche et plutôt intéressante. Tu parlais de l'absurde. Moi, c'est ce que j'adore en humour, c'est l'absurde. Si tu prends les Monty Python, que je tiens pour Dieu, ils maîtrisent l'absurde comme jamais. Et c'est vrai que moi qui n'ai pas vu la saga des Tuches, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé un petit peu les synopsis. Alors, je n'ai pas vu, je suis tombé sur des bouts, des scènes qu'on peut retrouver sur Internet. Et je me suis amusé à regarder les synopsis des films. Le premier, c'est il gagne au loto et il s'installe à Monaco, donc le Nord versus le Sud, et puis surtout la classe moyenne versus la classe ultra riche. C'est ça qui. Enfin, c'est même pas moyenne, c'est la classe populaire, voilà, oui. Et puis dans le deuxième film, le jeune fils part aux États-Unis et finit par s'y installer, donc il y a aussi tout ce décalage entre le petit village populaire du nord de la France et la grandeur des États-Unis.
Le troisième, il y a l'Élysée, et puisqu'il prend le pouvoir, c'est ça, il devient président. Oui, il devient président de la République. Bien évidemment, c'est totalement incongru, mais bon, voilà, ils vont jusqu'au bout du truc, quoi. C'est ça. Le quatrième est un peu en deçà, c'est plus classique, avec une histoire de famille avec Michel Blanc, d'ailleurs, le regretté Michel Blanc. Il est un peu moins absurde, on va dire, et un peu moins loufoque, le quatrième. Oui, peut-être que les 4 premiers ont été réalisés par Olivier Barou, et peut-être que il s'essoufflait un petit peu sur le quatrième. Ça s'est peut-être senti au niveau de l'histoire, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Jean-Paul Rouve récupère la saga en réalisant le cinquième, le God Save the Tuche. Le quatrième, juste pour dire un mot du synopsis, qui est un petit peu absurde aussi, parce que à sa manière, la famille Tuche combat le Amazon français. Oui, c'est ça, qui est représenté par Michel Blanc. Oui, tout à fait. Mais c'est moins dans la démesure, voilà, d'un mec de Bouzolles qui devient président de la République, quoi. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est à la fois moqueur parce que alors j'ai vu que certains critiques ont dit que c'était poujadiste, que c'était contre les élites. Alors oui, mais en même temps, c'est à la fois moqueur et puis bon, c'est assez tendre les relations qu'ils ont. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est une famille quand même assez unie. Tu vois, avec la grand-mère qui vit encore dans la famille, hein, à l'époque où on a tous tendance à mettre les vieux en maison de retraite. Alors là, elle vit avec eux. Donc il y a un côté multigénérationnel dans la famille qui est assez intéressant. Une famille qui représente, il y a même donc Pierre Lotin qui joue un gay, qui d'ailleurs qui est montré de façon tout à fait banale, sans que ça soit ni cliché, ni véritablement militant, voilà. Et puis il reste simple, quoi. C'est-à-dire que même quand ils sont à l'Élysée, elle fait ses lessives, lui il boit des bières pendant le Conseil des ministres. C'est totalement, bien évidemment, inconcevable, mais voilà, ils vont jusqu'au bout du truc, quoi. C'est vrai que c'est peut-être cette simplicité qui attire autant de spectateurs en salle aussi. Faut voir un peu les scores hallucinants de la saga, qui représentent presque 14 millions d'entrées sur les 4 premiers films. C'est absolument monstrueux. Les 3 premiers ont marché crescendo, hein. Le premier, c'est 1,5 million. Le deuxième, c'est 4,6 millions. Le troisième, c'est 5,7 millions, presque 5,7 millions. Donc c'est allé crescendo. Et après, c'est vrai que le quatrième est sorti pendant la pandémie, c'était encore pas tout à fait ça au niveau des salles de cinéma qui n'avaient pas encore retrouvé toutes leurs couleurs, mais qui réalisent quand même 2,5 millions de spectateurs. Et c'est pas parce que bon, j'ai relu récemment certains critiques qui sont d'une méchanceté terrible, mais on me fera pas croire que ce sont des millions d'abrutis qui vont au cinéma, c'est pas vrai. Et je pense qu'ils vont chercher un peu cette simplicité. Et il y a autre chose aussi derrière, un peu en creux. Et moi, c'est ce que je préfère dans les Tuches, c'est cette espèce d'ode à la paresse. D'éloges du chômage, il valorise pas la performance. Il y a une phrase qu'à un moment donné, Tuche, il dit, on lui demande de faire un tic, il dit je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Mais voilà, comment dire, quand il est au chômage, il est très heureux. Et il y a des petites touches comme ça, quand le gamin dans le Tuche 2, il est aux États-Unis et qu'il a une belle carrière promise par son beau-père américain et qu'il peut le faire entrer trader dans la finance, finalement il refuse et il préfère revenir à Bouzolles dans sa famille. Alors vous allez me dire, c'est pas très fin, c'est pas très voilà, c'est pas d'une finesse extraordinaire, mais il y a quand même un peu, voilà, une époque de la performance, de la technologie, où il faut se surpasser, il faut aller au-delà de soi-même. Une espèce de, voilà, comme je dis, d'éloge de la paresse, du laisser-aller, qui est plutôt rafraîchissante. Et à mon avis, c'est ça qui fait que les gens y vont. Oui, et puis c'est peut-être pas forcément ceux qui travaillent le plus qui réussissent, même au niveau des élites, hein. On peut le voir aussi avec le nombre de milliardaires qu'il y a sur la planète, qui sont bien souvent, pour la majeure partie d'entre eux, des héritiers, tout simplement. Des héritiers. Et donc, les Tuches, eux, n'ont pas eu cette chance-là, mais dans ces films-là, par l'absurde, ils se retrouvent avec cette chance-là. Mais complètement. Et ils arrivent à la transformer malgré tout.
Et ben dans les Tuches 3, il y a un passage mais qui est complètement couillon, mais où Cathy Tuche, en fait, elle est à l'Élysée et elle décide de répondre à tout le monde. Donc elle prend le téléphone et elle répond à tout le monde. Voilà. Alors il y en a qui disent que c'est Poujadis parce qu'effectivement c'est une critique des élites, qu'ils sont pas près du peuple, et en même temps il y a une certaine réalité. Voilà. Et donc je trouve que à mon avis, c'est ça qui plaît, quoi. C'est ce côté simple. Une famille unie, simple, et qui vont contre cette tendance aujourd'hui de la performance et de la réussite. Et moi, il y a une question que je voulais te poser, que je me pose à chaque comédie, surtout qui représente une certaine classe sociale. Est-ce que le film rit des nordistes ou rit avec les nordistes? Je sais pas si tu vois un petit peu la nuance que je veux apporter. À mon avis, les deux. Ouais. Oui, je pense qu'il y a les deux. C'est à la fois moqueur et à la fois... les films sont à la fois moqueurs sur leurs personnages et tendres avec leurs personnages. Je pense qu'il y a les deux, parce que quand ils sont autour de la table et qu'ils tapent des frites, ça donne pas une image très valorisante, tu vois. Mais et en même temps, il entraîne le spectateur avec. Donc je pense qu'il rit des gens du Nord et avec les gens du Nord. Ouais, peut-être que c'est une part plus proéminente sur rire avec les gens. Ils se moquent peut-être un peu moins, et le côté tendre qui ressort du film, ou en tout cas peut-être dans sa conclusion à chaque fois, l'emporte sur la moquerie. Oui, bien sûr. Sinon ça aurait pas le même succès, je pense. Mais c'est ça qui fait le succès des comédies populaires, et je pense que c'est ça qu'on veut voir plus au cinéma. Et voilà, ça, tu vois, le fait d'en parler tous les deux, ça m'a donné envie ça m'a piqué ma curiosité, et j'ai envie de les voir. T'en as vu aucun ? J'en ai vu aucun. J'ai vu des bouts du 2, notamment aux États-Unis, un soir en zappant. Mais évidemment, quand tu le prends au milieu, ça ne sert à rien. C'est vraiment juste pour faire passer le temps. Alors que tu n'es pas investi dans l'histoire, tu n'as pas la même portée émotionnelle ou de rire. Alors attention, comme je le dis, on n'est pas dans le haut du panier de la comédie, même de la comédie française. Il y a quand même des gros trous parfois dans le scénario. Moi, j'aime les défendre parce que voilà, ça me fait marrer. Après, c'est vrai que il y a des comédies même de l'époque, la grande époque de la comédie française, on en est loin. Il y a quand même il y a un peu des longueurs, il y a une certaine paresse, voilà, dans l'écriture. Ouais. Mais ne serait-ce que pour voir le phénomène, faut en voir quelques-uns, quoi. La paresse de l'écriture qui est en lien avec la paresse des personnages. La boucle est bouclée. Oui, peut-être. Peut-être. Alors moi, dans la partie production, ce qui m'a étonné, c'est de voir Chantal Lobby créditée au scénario du premier Tuche. Ensuite, elle ne participera plus à l'écriture, mais moi c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et puis dans le 2, il y a aussi Lionel Dutemple et Benjamin Morgan à l'écriture, et c'est un duo très solide qui a bon nombre de scénarios bien ficelés à leur actif. Et puis ensuite c'est surtout Olivier Barou et Jean-Paul Rouve qui vont s'approprier la saga pour la faire perdurer jusqu'à ce God Save the Tuche qui sort ce 5 février, et comme nous publions l'épisode la veille, eh bien on n'aura pas les statistiques d'entrée, mais je suis persuadé que ça va bien fonctionner, que les 2-3 millions de spectateurs seront au rendez-vous vu la promo énorme qu'il y a autour de ce film. Mais c'est bien que ce soit Jean-Paul Rouve qui réalise, comme tu dis, ça va donner un peu de sang neuf. Et je suis pas étonné que Chantal Lobby, je le savais pas, mais je suis pas étonné qu'elle soit au scénario, parce qu'on retrouve un petit peu de l'humour potache des nuls. Ben écoute, merci beaucoup Marc de nous avoir présenté cette saga, et si vous voulez la découvrir, eh bien c'est en DVD sur les plateformes de streaming et donc au cinéma en ce moment. Voilà, cet épisode de Cinestar est fini. Retrouvez-nous tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Radio